Non, 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 il y a une phrase qui dit Time in the market est supérieur à timing the market. Ça veut dire qu'il vaut mieux passer plus de temps dans le marché, subir les hausses et les baisses, que d'essayer de sortir quand c'est haut et de rentrer quand c'est bas. Parce que c'est extrêmement dur. Alors oui, il y a des périodes où je vais réussir à surperformer, à sortir un peu en haut, à revenir un peu en bas, etc. Mais c'est aussi parce que c'est mon métier et que je suis dedans tout le temps. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation, un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée. Donc pour cet épisode, on va quitter l'immobilier, une fois n'est pas coutume, pour aller et discuter avec mon invité Nicolas Chéron de chez Zone Bourse. Salut Nicolas, on va parler bourse et trading. Bonjour Yann. Comment vas-tu ? Au top. Il paraît que tu reviens un petit peu de vacances. Exactement. Je balance. Donc pour ceux qui préfèrent la version YouTube à la version podcast, vous pouvez admirer le bronzage de Nicolas. Donc oui, là c'est super de parler. Justement, on aurait dû faire l'épisode il y a quelques temps. Ça tombe plutôt bien puisqu'aujourd'hui les marchés sont un peu plus compliqués. Donc c'est bien aussi d'être là et faire de la pédagogie quand ça va moins bien que vendre la hausse où tout le monde peut le faire et c'est assez facile. Mais donc comme on parle de bourse et de produits surveillés et de prêts par l'AMF, donc petite précaution oratoire, n'oublions pas qu'on va parler de performances passées et jamais de performances futures, parce que comme je dis, si j'avais la possibilité de vous annoncer des performances futures, le podcast serait pas gratuit, il serait exclusivement en vente. Et surtout, les performances sont liées à un risque. Donc grosse perf signifie gros risque. Voilà, et dernière chose, dernière préco-oratoire, ou plutôt conseil, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, à la fois sur podcast, abonnez vos amis de force, vous pouvez, moi c'est ce que je fais à chaque apéro, je suis relou, je dis t'as un iPhone, tu connais Apple Podcast, tac, allez, hop. Je le mets, voilà, je pousse pas le vice à mettre des commentaires, mais ça vous pouvez effectivement mettre des commentaires, ça aide à la chaîne à se faire connaître. On attaque pour les gens qui n'auraient pas Twitter. Qui est Nicolas Chéron ? Un investisseur passionné. Je commence du début ? Oui. Ton parcours, et après on décrit un petit peu Zone Bourse et ce que vous faites chez Zone Bourse. Alors écoute, moi j'ai 37 ans. Ça fait maintenant 20 ans à peu près que je suis les marchés financiers. J'ai 2 petites anecdotes en fait pour mes débuts. Lorsque j'avais 16-17 ans, une personne de ma famille a travaillé dans une société qui l'a cotée en bourse. D'accord. Et à ce moment-là, on m'a intéressé un petit peu à ça. J'ai eu mes premières actions boursières. Ça s'est très mal passé, mais c'était une très bonne leçon. La société est toujours cotée ou... Non. Deuxième aventure, j'avais hérité d'un petit peu d'argent. Mon banquier a tout placé en l'an 2000 et j'ai perdu 50% sur des produits de placement théoriquement plutôt safe. Et je me suis dit, si un banquier peut perdre 50%, je vais peut-être essayer de le faire par moi-même, peut-être que je ferai moins pire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier la bourse. Puis quand j'étais en école de commerce, j'ai eu mes premiers cours. Quand je suis parti faire Erasmus au Danemark, j'ai eu un professeur qui était pas mal sur les marchés financiers.
j'ai commencé à trader mes premières actions totales. Et voilà, j'ai fait et marketing et finance et analyse. J'ai commencé avec un peu de marketing chez Fortuneo, qui est un courtier qui est toujours C'est présent. quelle période à peu près? Là, on est en 2006. D'accord. Donc ça fait 15 ans maintenant. T'as vite été bizuté. C'est ça. Après, je suis allé chez zonebourse.com, un des sites de référence de bourse en France, où on m'a formé, analyse technique, analyse fondamentale, conseil boursier, compréhension et éducation surtout du lectorat au système des marchés. J'étais assistant d'un gérant en 2008. On a réussi à faire -1. Une année où le CAC a fait -50, donc on était plutôt contents. C'était action européenne? Action européenne, small cap, small et mid cap, voilà. Et il était assez dynamique sur son portefeuille et on a réussi donc à sauver les meubles. Bien bossé. Et puis je suis retourné chez Zone Bourse en 2009-2010 puisque c'était un des associés de Zone Bourse où j'ai fait mes armes. Ensuite, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de monter à la capitale pour travailler dans des grosses boîtes. Je suis rentré chez FXCM, Forex Capital Market, qui à ce moment-là était le leader mondial sur l'échange. Ouais. Alors, je pense qu'on en parlera, mais ça faisait partie d'une mode à cette époque-là, le Forex. Voilà. Et il y avait énormément de gens qui faisaient du Forex. Pour les gens qui ont connu l'avant Netflix, où il fallait streamer des séries... On avait souvent le pop-up de publicité dans le Forex. C'est ça. Il y a eu vraiment l'époque Forex, un peu Far West, effet de levier de sang, trader les monnaies, parfois avec des mouvements très erratiques. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu un énorme décalage sur l'euro franc suisse à une époque que ce courtier s'est retrouvé en difficulté. C'était un des plus gros mouvements monétaires sur l'euro franc suisse, puisque la Banque nationale suisse avait retiré à ce moment-là ses protections, son floor, on appelle ça, à 1,20. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je suis ensuite, j'ai été démarché par un concurrent qui m'a appelé à ce moment-là, qui m'a dit « Bon, on sait que tu adores ton entreprise, mais là, c'est peut-être temps de sauter du bateau. » Donc, je suis allé travailler pour un courtier anglais, CMC Markets, qui était spécialisé sur les produits CFD. Donc, après le Forex, il y a eu effectivement cette mode du CFD, contrat pour la différence, qui permettait... C'était à Paris ? C'était à Paris. Eux étaient en Angleterre et il y avait un bureau parisien. Et toujours mon métier, que ce soit chez Zone Bourse, chez FXCM, chez CMC Markets et d'autres, c'était l'éducation. C'était réussir à mettre des mots, à expliquer succinctement à monsieur et madame tout le monde ce qui se passait, que ce soit sur les indices, les monnaies, les matières premières, les actions, faire de la démocratisation, de la pédagogie, expliquer les règles de savoir-vivre, savoir-faire en quelque sorte sur les marchés, comment sécuriser ses positions, comment ne pas être en risque, pas être en levier. J'ai fait ça pendant des années, j'ai voulu revenir sur le marché action qui était quand même mon marché de prédilection et puis un marché que je trouvais un peu plus fair, un peu plus qualitatif pour les clients. Pas ou peu d'effets de levier, soutenir des sociétés, suivre des aventures entrepreneuriales, avoir des informations très complètes et pouvoir donc faire une analyse assez poussée. Je suis allé chez Bink, qui était un courtier hollandais, qui a été racheté ensuite par Saxo Bank, ça bouge toujours les rachats, chez les courtiers. Et avec grand plaisir, je suis revenu chez Zone Bourse. Voilà, il y a 1 an et demi. Et Zone Bourse qui est passé d'une société où en 2006, 7-8, on était 5-6 dans les bureaux en mode start-up jeune en t-shirt à une superbe boîte, 30 personnes, des sites internationaux en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, plusieurs millions de visiteurs uniques, plusieurs milliers de clients. Donc si je simplifie, Zone Bourse, c'est un média. Oui, c'est un portail d'information financière. Voilà, dédié à l'information financière. Donc là, justement, l'idée, c'est de parler un petit peu à tout le monde, aux gens qui veulent se lancer dans, justement, les actions. On va parler de trading dans la deuxième partie un petit peu du podcast, donc pour des gens déjà un peu plus avisés. Le but, c'est qu'effectivement, je m'adresse à un hater, parce que j'ai une audience, on va dire, relative. T'en as qu'un seul. J'ai pas beaucoup de haters. Non, je suis pas à moi, 83 000. Je les collectionne, moi. Ouais, à 83 000 followers sur Twitter, forcément, tu as un peu plus de haters. Donc, je crois que c'est Jean-Pierre, qui est prof d'éco, qui, dans un épisode sur les cryptos, parce que je découvre comme tout le monde les cryptos, a dit à Alexandre Stachenko, parfait, il est
très bon pédagogue, par contre, le présentateur. Donc, je suis Philippe Risoli, tu vois, pour les gens de notre génération. Ça se voit qu'il n'y connaît rien. Donc, je tiens à le dire, mon métier, donc, pour un petit peu parler de ça, de conseiller en investissement financier, consiste à conseiller des clients, mais sur ce qu'on appelle de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire que je vais voir des gérants sur différents thèmes, des actions, qu'elles soient européennes, américaines, chinoises, peu importe, qui, eux, vont investir dans des boîtes. Donc, je lis leur reporting, j'échange, ou obligataires, ou des produits immobiliers, voilà, que, après, je choisis, je sélectionne avec l'accord du client par rapport à un profil de risque. Et on est sur un temps long, et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu d'investissement versus trading, également d'analyse fondamentale, qui est un petit peu plus mon métier que l'analyse technique. Donc voilà, s'il y a des gens qui font du trading, ils vont vite comprendre que ce n'est pas mon métier, et on est là aussi pour découvrir et faire de la pédagogie sur ces sujets-là, tout simplement. Un petit chiffre ? Vas-y. Je sais lequel, pour t'avoir écouté, je sais celui qui te tient à cœur. 90% des traders particuliers perdent. 90% des investisseurs long terme qui détiennent leurs actions plus de 10 ans gagnent. D'accord. Fin du game. Voilà. Le podcast est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. On va parler d'un sujet un peu plus long. Du coup, première question. On pourrait faire 2 heures de podcast dessus, mais pourquoi les actions, notamment la bourse de manière générale, doit être un pilier de la création patrimoniale d'un épargnant? Tu as 4 heures. Et je te laisse, voilà. Alors. Pourquoi je te dis ça? Parce que comme je te disais en off, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est que moi, je suis CIF depuis 2012. On a dû lutter pour expliquer qu'il fallait aller sur les actions, que le fonds en euros, c'était pas bien, qu'il y avait une baisse des obligations, qu'il fallait... Et on a ramé pour proposer des fonds actions, ainsi de suite. Et tout d'un coup, crise du Covid... Tout le monde y va. Tout le monde y va. Moi, mon fonds diversifié patrimonial, on me dit que je suis un ringard et que mes contrats d'assurance vie, c'est nul. Et que il faut, si t'es moderne, il faut aller sur eToro, Trade Republic ou autre pour faire des actions en direct. Et pourquoi ce changement un peu de paradigme? Et pourquoi, surtout, c'est un actif nécessaire dans sa création patrimoniale quand on est, voire jeune, un peu moins jeune? En fait, si tu veux, les Français, c'est l'immobilier, c'est la pierre. Pour beaucoup, il n'y a que ça. Dans mes audits. Il n'y a que ça. Ce qu'il y a, c'est que si tu n'es pas en province, que tu es à Paris, que tu vas investir dans l'immobilier, tout de suite, c'est des sommes qui sont importantes. Moi, par exemple, qui travaille dans la finance et qui avait un travail un peu instable, des primes un peu instables, j'ai fait ce choix de pas ou peu, très peu, on va dire aujourd'hui, dans mes avoirs, ça représente 16%. Un sixième de mes avoirs l'immobilier. J'ai préféré pas m'endetter et pas me mettre en risque parce que je voulais avoir cette liberté, cette agilité de pouvoir quitter un travail sans me dire que je pourrais pas continuer de rembourser mon prêt, etc. Pourquoi les actions? Parce qu'en fait, quand tu regardes sur 100 ans, l'immobilier et les actions sont les 2 placements qui rapportent le plus. Voilà, tout simplement, sur les 30 dernières années, un investisseur qui aurait eu un simple ETF répliquant la performance du S&P 500, l'indice directeur américain, faisait 8% par an en moyenne sur les 30 dernières années. Donc, pour reprendre le terme d'ETF, pour les gens qui auraient eu la mauvaise idée de ne pas avoir vu l'épisode avec l'IXOR sur les ETF, c'est un produit financier qui va simplement répliquer la performance d'un indice. Oui. Où ça va être un panier d'actions, va y avoir pas mal d'ETF sectoriels et ça permet pour des gens qui veulent investir dans le renouvelable, l'eau ou l'énergie pétrole, de choisir des paniers d'actions. Et quand on ne sait pas quelle action choisir, on va prendre un panier et on va plutôt répliquer la moyenne d'un secteur ou d'un panier plutôt que de se dire c'est cette action-là qui va surperformer. Je pense que le pétrole va monter, donc j'achète du Vallourec. Voilà, c'est la mauvaise idée. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Oui.
Alors c'est là d'ailleurs où j'en profite pour revenir, par exemple, tu as cité deux courtiers tout à l'heure qui pour moi sont complètement aux antipodes, avec Itoro qui est un courtier qui va prôner plutôt les CFD, les effets de levier, des frais très élevés, et un courtier comme Trade Republic qui prône le fait de ne pas mettre de levier, de ne pas faire de trading, d'avoir des frais très bas et de faire de l'investissement programmé pour justement faire de la création de valeur à long terme. Et c'est aujourd'hui pour ça que je me bats, et c'est notamment pour ça que j'accepte de venir à ce genre d'émission. Toujours sur cette logique du faut pas trader, faut investir. Pour moi, voilà, faut faire des actions pour accompagner des sociétés, pour soit avoir des actions qui vont avoir des belles performances, soit des actions qui vont délivrer des dividendes. Et sur le long terme, tu vas pouvoir te créer comme ça un patrimoine. Parce que on sait très bien, toi et moi, que quand on va arriver à 65, je pense que quand on y arrivera, ce sera la retraite à 72 ans. et notre retraite, ce sera une peau de chagrin. Donc, il faut un peu d'IMO, il faut un peu d'action. Il faut peut-être aussi un peu de métaux, un peu de crypto. Moi, contrairement à beaucoup d'autres, je ne suis pas pro ou anti quoi que ce soit. Je pense qu'il faut un peu de tout et qu'il faut surtout que ça colle au profil de la personne en fait et qu'elle se sente bien, et que quand l'or ou le bitcoin ou son action préférée type Air Liquide baisse, que cette personne, plutôt que de paniquer, de ne pas savoir quoi faire, se dise « Ah, c'est bien, je vais pouvoir en acheter moins cher ». Et tu le détiens sur toujours le long terme et avec une vision globale. J'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre, et même aujourd'hui, j'ai mis des années, j'ai fait du trading, j'ai été chez plein de courtiers comme ça qui le prenaient. Je pensais qu'on pouvait apprendre aux gens à le faire bien. Et c'est vrai qu'il y a une toute petite frange de personnes qui sont faits pour, solides mentalement, avec des règles, et qui vont réussir en tradant à gagner de l'argent. Tu vois, on dit souvent que les médecins ou les pilotes d'avion ou des gens qui suivent des checklists, voilà, et qui sont très rigoureux, vont pouvoir réussir dans une certaine mesure à faire des gains en trading. Mais sinon, c'est l'investissement qui, pour la masse, pour la plupart des gens, et même aujourd'hui, c'est ce que je fais pour moi-même, parce que c'est quand même beaucoup moins stressant. Et voilà, faut se focaliser sur l'investissement. Donc, tu disais que 90% des gens qui se lancent dans le trading à titre personnel perdent de l'argent. C'est marqué sur les pubs. Ouais. Alors que 90% des investisseurs long terme, eux, gagnent de l'argent. Comment t'expliques ce trend haussier ? Est-ce qu'il y a une explication structurelle un petit peu ? Puisqu'on entend souvent que c'est lié. J'écoutais un podcast où un intervenant me disait que c'est pas faux, que c'était simplement, on mettait pour le CAC les 40 meilleures sociétés. Donc, c'est la construction des indices, oui, qui fait ça. Ouais. Les indices, c'est toujours les meilleures sociétés à un instant T. Quelqu'un qui aurait investi dans le CAC 40 d'il y a 20 ans ferait pas une belle perf, parce qu'il aurait du France-Tel, il aurait des boîtes qui soit ne cotent plus, soit ont perdu 80%. Alors que quand on va investir dans l'indice, on va pouvoir uniquement suivre ce panier des meilleures sociétés à un instant T dans le temps. Et étant donné qu'on est dans un monde capitaliste et dans un monde en croissance, tant qu'on sera dans un système de croissance sur le long terme, les indices seront aussi sur le long terme. C'est pour ça que les Américains disent « stocks only go up ». Et c'est pour ça que... Mais pas toutes. Bien sûr. Mais si tu as une vision globale, là, on est sur un train dossier. Ouais. Le vrai sujet, moi, la question que j'ai, que ce soit des clients qui veulent investir dans un fonds, peu importe lequel, ou des actions au nominal, ils me disent, est-ce que c'est le moment ? Donc, ma question, c'est, est-ce qu'on peut effectivement gérer le market timing, c'est-à-dire, bien évidemment, tout le monde le sait qu'il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut, mais qu'on sait que ça sera plus bas que la veille, j'en sais rien. Qu'on sait que est-ce que ça sera plus haut demain et qu'il faut que j'attende de vendre demain ? Est-ce que toi, tu as des outils, des méthodes pour déterminer ça ? Non. Il y a une phrase qui dit « time in the market est supérieur à timing the market ». Ça veut dire qu'il vaut mieux passer plus de temps dans le marché, subir les hausses et les baisses, que d'essayer de sortir quand c'est haut et de rentrer quand c'est bas. Parce que c'est extrêmement dur. Alors oui, il y a des périodes où je vais réussir,
à surperformer, à sortir un peu en haut, à revenir un peu en bas, etc. Mais c'est aussi parce que c'est mon métier et que je suis dedans tout le temps. Ouais, Mais, ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut vraiment faire du trading en side business, c'est-à-dire à côté de son boulot, ou c'est juste un full... les gens maintenant regardent leur téléphone même quand ils sont aux toilettes, donc ils ont l'impression qu'en fait ils peuvent tout suivre de près. Mais non, je pense que il faut vraiment se dire... Il y a plein de statistiques là-dedans. Si tu rates, je crois, les 10 meilleures séances de l'année, ta perf, elle est nulle. Ouais. Et souvent, ces 10 séances de hausse, elles arrivent après des fortes chutes. Donc si t'es pas rentré au point bas ou dès la première remontée, la première séance de remontée, et que t'as pas joué ce mouvement de rebond technique après une frayeur, tu rates toute la perf. Donc ça a mis du temps, mais Franck Morel, patron de Zone Bourse, m'a dit, nous, on a fait ce choix d'analyser l'ensemble des valeurs de la planète. Et on a plus de 80 000 sociétés avec les cours pratiquement en temps réel et toutes les informations fondamentales sur toutes les boîtes de la planète. On essaye d'en choisir 20, 30, 40 en fonction de son portefeuille, de l'argent qu'on a, de l'appétence qu'on a, de l'envie de diversification qu'on a. Et le but, c'est pas d'essayer de rentrer ou sortir. C'est d'avoir en permanence des sociétés de qualité dans son portefeuille, où sur chacune, on a eu un plan, une idée à la base, et où si et seulement si il y a un gros mouvement dans le secteur, il y a un changement fondamental dans la société, un changement de PDG, un produit qui va mal ou autre, on sortira de cette décision d'investissement. Sinon, tant qu'on est sur le plan de base, on garde ses actions, et c'est comme ça que des jeunes ou moins jeunes héritent, par exemple, de portefeuilles de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont encore du LVMH, du Air Liquide et autres belles valeurs dans leur portefeuille depuis 20 ans, 30 ans, et où la magie des intérêts composés, dont Einstein dit que c'est la 8e merveille du monde, jouent leur rôle parfaitement et font que le capital s'apprécie dans le long terme. Et quand tu prends un graphique des 30 ou 40 dernières années, tu te rends compte que, oui, il y a des crises, il y a des baisses de 30-40%, mais elles sont lissées. Et au final, ces cracks sont plus des moyens d'acheter des actions moins chères pour la suite que de flipper et de sortir complètement de la bourse. Vas-y. Question que tu m'as posée aussi, tu m'as dit, est-ce que c'est le moment pour acheter ? Alors, je voulais pas dire à l'instant T, d'accord. On enregistre... Mais il y a une phrase il y a un proverbe chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où quand tu rentres sur le marché, à un instant T, tu mets pas tout ton capital, mais tu vas plutôt lisser tes entrées, il n'y a pas de bon moment. C'est tout le temps le bon moment. Si tu commences aujourd'hui et que les marchés continuent de monter, tu es content parce que ça monte. Si tu commences aujourd'hui et que ça baisse, tu te dis c'est bien, j'ai encore de l'argent, je vais pouvoir en acheter plus bas. Et donc, c'est ça qui change tout, si tu veux, par rapport au trader et l'investisseur. Le trader, il se dit « Ah, je suis pas dans le bon sens, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. » L'investisseur qui met progressivement de l'argent et qui se constitue un patrimoine, lui, quoi qu'il se passe, il est content. Il continue d'accumuler des parts de sociétés de qualité. Et là, je t'ai demandé quand rentrer et quand sortir. Souvent, moi, je m'aperçois dans les audits des clients ou quand je suis des clients sur le long terme, en fait, c'est un aléa qui te fait sortir. C'est parfois, tu as enfin trouvé un appartement acheté. Un super coup à faire. Tu as un pote qui te propose un projet, et ça a été mon cas de monter un cabinet en gestion de patrimoine. J'ai vendu des actions pour financer. Voilà. Donc, en fait, oui, la sortie, c'est vraiment des aléas. Mais là où je vais me faire l'avocat du diable, donc ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. Donc, acheter progressivement tous les mois, tous les trimestres. Sauf que moi, j'ai un sujet dans mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est que je travaille sur deux éléments qui sont ce qu'on appelle le flux du client, c'est-à-dire combien d'épargne il est prêt à mettre par rapport à son revenu. Et en France, en général, c'est des salaires mensuels. Donc voilà. En général, ça, c'est de la théorie, mais pourquoi pas, on dit qu'il faut avoir 50% de charges fixes, 30% d'argent plaisir et 20% d'épargne. Donc, à partir de là, tu peux épargner. Et là, je suis d'accord avec toi, le DCA est logique. Tu ne peux pas faire autrement, de toute façon, que comme ça. Et le vrai problème, c'est, mettons, quelqu'un qui a hérité ou qui a une prime, qui a du capital. Le DCA, moi, je me suis toujours posé la question de dire, OK, les clients me posent cette question régulièrement. C'est donc, OK, j'ai compris qu'il fallait lisser mon entrée. On va dire, je sais pas, c'est facile, 12 000 euros. Voilà.
Donc le DCA va dire je rentre 1000 € chaque début de mois. Sauf qu'aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, les 1000 € consacrés au mois de décembre, forcément, vont avoir subi un an d'inflation. Ouais. Donc, est-ce que je peux vraiment faire... Et là, c'est avec 12 000, donc imagine avec 120 000. Ouais. Et avec 120 000, tu pourrais dire, ah non, mais il ne faut surtout pas les splitter sur 12 mois, il faut les splitter sur 24, 36, et ainsi de suite. Donc, voilà, moi, c'est la limite que je vois au DCA quand je vois des enveloppes oui, importantes. des grosses enveloppes, oui. Ouais. Oui. J'ai pas de solution parfaite là-dessus. Après, quelqu'un qui là hériterait et aurait pas mal d'argent, je lui dirais de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien toutes les classes d'actifs. Et je pense qu'il est pas mal d'avoir un peu d'IMO, un peu d'action, enfin même une bonne partie d'action, et puis un peu de crypto pour ceux qui ont envie de vibrer. Et puis moi, j'aime beaucoup les métaux précieux, tu vois. Après 1 an et demi de hausse, là on est début 2022, j'étais pas très à l'aise sur les marchés. Plutôt que de continuer le DCA sur les actions, j'ai acheté de l'or et je fais un DCA sur l'or cette année. C'est un choix personnel, voilà. Et voilà. D'accord. Mais sur, effectivement, donc ce DCA, tu dis qu'il faut mieux rester en DCA, quitte aujourd'hui à avoir ce problème d'inflation, que y aller, et on va parler un petit peu de décrire ce phénomène qu'est le FOMO, que y aller pleine balle, mettre mes 100 000 € d'héritage tout de suite, quoi. Oui. Et puis après, on va se dire que si on est dans cette problématique de riche, parce que c'est un problème de riche, j'ai hérité, j'ai de l'argent qui tombe du ciel. Ou une prime, ou on va peut-être choisir un revenu exceptionnel. On va peut-être choisir de mettre une partie de cet argent-là sur des valeurs qui ont des bêtas, c'est-à-dire des corrélations plus faibles et qui vont moins monter mais moins baisser. Je te donne un exemple basique, Orange, où il y a un dividende important. Et où je me dis que même si je rentre là maintenant que c'est pas le bon moment, et même s'il y a une inflation temporaire à 6-7% cette année, Orange va m'en verser 8. D'accord. Et donc je vais peut-être avoir une propension d'action plutôt bon père de famille, faiblement volatile, etc. Et peut-être que je vais switcher progressivement de cette partie sûre vers une partie un peu plus volatile et spéculative, mais dans le temps. Au fur et à mesure dans le temps. Donc là, en fait, tu fais un premier versement un peu lourd, on va dire, entre guillemets, c'est ça, sur quelque chose, et après, tu bifurques sur du DCA, sur des valeurs un peu de plus croissance relatives. qualitative qu'on aura identifié. Ok. Je répète, ce n'est absolument pas un conseil. Ah oui. Et puis moi, je dis ce que je fais. Voilà. Et c'est absolument pas un conseil, donc vous êtes libre d'appliquer ou pas ce qu'on dit, d'analyser par vous-même. Et ça, c'est important de le dire, on ne conseille rien dans ce podcast. J'ai vu que tous ceux qui étaient pro quelque chose ces 15-20 dernières années se sont toujours plantés à un moment. Oui, si t'es full action, si t'es full métaux, full crypto ou autre, tu te prends une baigne. Alors que quand tu es diversifié en différentes classes d'actifs, IMO, actions, matières premières, etc., tu vas mieux dormir le soir. Tu parlais de dividendes. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu la notion de dividende, pourquoi on parle d'indice dividende réinvesti, parce que tu disais qu'il y a 20 ans, celui qui avait placé sur le CAC n'avait pas forcément gagné d'argent. Ouais. Mais est-ce que c'est toujours aussi vrai s'il a réinvesti ses dividendes au fur et à mesure ? Et après, ma dernière question sur le sujet va être... Ok, je réinvestis le dividende, mais est-ce que c'est pas, et ce que je dis souvent à un copain, c'est son dada, j'embrasse Julien Perial qui nous écoute. C'est oui, techniquement, mais Madame Michu, son dividende, comment elle fait pour le réinvestir si une action coûte, je sais pas, Apple aujourd'hui, des montants stratosphériques? Est-ce que les 100 ou 150 € de dividendes, c'est dans la théorie qu'on voit souvent? Bon, il y a beaucoup de questions là. Tu as tout le temps d'y répondre. Déjà, qu'est-ce qu'un dividende? C'est une société qui va bien fonctionner, la plupart du temps gagner de l'argent et qui va vouloir remercier les actionnaires de détenir son action. Et donc, historiquement, il y a des sociétés plutôt solides, des Air Liquide, des Total, des Orange ou autres, qui vont verser un dividende tous les ans
une rémunération de la détention de l'action. Ça peut être 3, 5, 7, 8%. Et donc, tous les ans, l'investisseur qui détient 1 000 euros de total va toucher, par exemple, 7% de dividendes. Donc, il a 1 000 euros d'actions, il va toucher 70 euros. Et puis, ces 70 euros, il va décider soit de les garder en cash, de les sortir ou de les réinvestir dans l'action. C'est important, je pense, de réinvestir les dividendes parce que quand on regarde sur les 20 dernières années, en fait, pour un investisseur européen, je crois que c'est 80% de la perte vient des dividendes. D'accord. Dans la performance du 440 GR. Alors, il faut comparer. Pareil, ça, c'est de l'éducation en France. Souvent, on regarde les indices américains, on se dit « Waouh, ça fait que monter !» Et puis, quand on regarde le CAC, on dit « Oh, le CAC, il est revenu à son niveau de l'an 2000. » On a entendu que le CAC passait ses plus hauts historiques l'année dernière. Donc, monsieur, madame Michu qui écoutent la télé se disent « Oh, bah, ça veut dire que l'actionnaire qui a acheté du 440 à 7000 points en 2000, il vient tout juste de retrouver ses sous. On a bien raison de ne pas avoir acheté des actions, Jean-Michel. » En fait, c'est une mauvaise utilisation de l'indice. En fait, pour pouvoir se comparer aux autres indices, notamment les indices américains, il faudra garder le 440 GR, 440 Gross Return, qui comprend les dividendes. Cet indice-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, si tu prends le point haut de l'an 2000, on est, je crois, pratiquement 3 fois plus haut aujourd'hui. Donc, même si, en l'an 2000, tu es rentré au plus haut de la bourse, sur de l'indice, si tu as réinvesti, si tu as gardé, si tu as fait long terme, tu as fait une très belle performance sur les 20 ans qui viennent de passer. Et voilà, j'essaie de redorer un peu le blason de la bourse. Quelqu'un qui a investi en l'an 2000, qui a gardé ses actions, qui a fait du réinvestissement, etc., a fait une très belle performance et n'a pas tant que ça à envier aux indices américains, parce qu'il ne faut pas non plus oublier le côté fiscalité. Quand tu investis sur des actions américaines, tu gagnes 100, tu vas payer tes 30% d'impôts sur les plus-values. Alors que sur des actions françaises ou européennes, on va se mettre souvent dans un PEA. Le PEA qui est une enveloppe fiscale où vous avez une exonération d'impôts. Si on détient plus de 5 ans. Voilà. Donc souvent les gens, enfin aujourd'hui, disent « Ah ouais, je vais sur les actions américaines, c'est plus rapide. » Oui, sauf qu'il faudra que tu fasses 30% de performance de plus que ce que tu ferais sur la France pour commencer à gagner 1 euro supplémentaire. Alors, je me fais l'avocat du diable. T'aimes bien, hein ? Oui, et c'est pour ça que dans le podcast, c'est un petit peu... j'allais balancer le nom Sois gentil. Comment dire, non pas de podcast, mais on va dire, de prestataire de vidéos qui reçoit des confrères et des concerts où c'est les questions au gouvernement. Alors, comment vous avez fait cette perf ? Vous êtes fabuleux, merci. C'est normal quand tu fais payer les invités d'être un peu sympa, ce qui n'est pas le cas ici, donc je peux être aussi méchant que ce que je veux. Non, pour se faire l'avocat du diable, simplement quand tu disais que les actions américaines, maintenant, tu peux les jouer au travers d'ETF. Oui. Et il y a des ETF sur les actions américaines que tu peux mettre en dans PEA. ton PEA. Voilà. C'est vrai. C'était la petite... Bien vu. Voilà, c'était simplement pour pas recevoir de texto de nous dire qu'on n'a pas été complet sur la question. Oui, non, même de Lixor ou Amundi en nous disant t'es sympa, mais on se bat à évangéliser tes clients, à leur expliquer ça, que c'est PEA. Donc voilà, c'est dit. Et encore une fois, il faut les deux. Je pense. Exactement. Des actions européennes. Géographique. Et voilà, diversification géographique, diversification en termes aussi de monnaie, par des actions en dollars, d'autres en euros. Et différentes zones, différents styles. Toutes les grosses sociétés technologiques aujourd'hui sont américaines, pas françaises. Et pour revenir effectivement sur cette idée de ce qu'on appelle dans notre jargon du stock picking, savoir choisir les bonnes actions plutôt que d'avoir une gestion totalement passive. Le sujet aussi, et c'est le problème que moi je vois, c'est un peu le frein aux ETF, c'est que parfois, très souvent, là, on va me donner tort vu que les GAFAM ont dévissé, mais souvent, au lieu de faire du S&P 500, j'allais dire, j'achète les lettres de GAFAM, et je fais encore mieux que le S&P 500. C'est vrai. Ou j'achète le luxe sur le CAC. Oui. Je fais mieux que le CAC, tu vois. C'est clair que... Voilà, il y a des secteurs quand même qui drive... beaucoup les indices. Quoi. Le luxe pèse plus de 30% du CAC et a représenté, je crois, plus de 50% de la performance du CAC depuis 18 mois. Ouais. Donc si tu n'avais pas de luxe, t'étais mal. Ouais, voilà, donc
Et c'est pour ça qu'on n'est absolument pas dans une science dure, Ouais. qu'on est pour moi vraiment dans une science molle et qu'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas être péremptoire. Et encore une fois, c'est à chacun à faire son avis. On peut passer peut-être à des mots, des termes techniques quand les gens vont vouloir regarder tout ce monde de l'investissement en bourse, peut-être du trading. On parle de FOMO, de gamification, Voilà, tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors, il y a deux mots anglais qui ont beaucoup tourné ces derniers temps, c'est FOMO et TINA. TINA, c'est le There is no alternative. Ça veut dire que il n'y a pas de rendement, il y a peu de rendement sur les obligations, l'or ça rapporte rien, les taux sont très bas, donc il faut aller sur les actions. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi les actions ont été autant soutenues ces dernières années, et notamment pourquoi elles ont été aussi soutenues après le Covid. Parce que il y a du cash, injecté en partie par les États et les banques centrales, les gens ont du cash, donc pas d'alternative, on va sur les actions, et c'est ce qui explique qu'elles soient montées aussi fort. Et c'est ce There is no alternative qui a aussi engendré le fameux FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer le mouvement. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est de la psychologie. Et pourquoi je dis que c'est très intéressant la psychologie, c'est parce qu'en fait, ça fait 20 ans que je fais de la bourse, 20 ans que tous les 2 ans, pour des hausses ou des baisses, on nous dit oui, this time it's different. Et cette fois-ci, c'est différent. On peut pas regarder le passé. Les taux sont différents, les politiques monétaires sont différentes, etc. Oui, mais les marchés sont régis par la psychologie des investisseurs. Les investisseurs sortent quand ils ont peur et qu'on est en bas, alors que c'est l'inverse, il faudrait acheter. Et les investisseurs vont faire du FOMO, vont courir après le papier, vont acheter des actions et les faire monter et engendrer souvent des excès haussiers et des euphories. Et une fois qu'on aura atteint l'euphorie, on va rechuter assez souvent. Et c'est pour ça que quand tu regardes le mouvement haussier post-Covid, 2020 on monte régulièrement, 2021 on monte régulièrement, et fin 2021 sur plein de belles valeurs, on s'envole littéralement. Et début 2022, on se prend un petit peu la claque parce que on a été trop vite. En bourse, les excès sont corrigés par des excès. On est passé d'un excès de peur à un excès d'euphorie. Et de cet excès d'euphorie, là, ces dernières semaines, on est en train de revenir à quelque chose d'un peu plus normal et tempéré. Oui, avec une réalité, retour de réalité qui est quand même importante. Et c'est ce FOMO qui... Alors je crois que le marché sur lequel fonctionne le mieux l'analyse psychologique, et donc aussi l'analyse technique, puisque l'analyse technique traduit la psychologie des investisseurs par des formations graphiques, c'est les cryptos, où il est extrêmement difficile en fait de mettre une valorisation sur une crypto. Moi, je parle plutôt de... C'est un peu religieux, mais c'est un peu la croyance des investisseurs de dire tel projet, dans 10 ans, sera beaucoup plus gros qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas forcément t'expliquer par A plus B, ni par des calculs, comme on peut le faire sur certaines actions, pourquoi ça vaudra plus cher. Et, c'est de la croyance. C'est de la croyance. Donc la partie fondamentale sur les cryptos, à mon sens, pour 90%, 95% des investisseurs, elle est inconcevable, impossible. Mais on a la croyance, et ensuite, c'est seulement la psychologie qui va faire les mouvements de marché. Et on voit que sur les cryptos, ça marche beaucoup comme ça, par excès. Quand on est tout en haut, les médias en parlent, Twitter en parle, YouTube en parle, il y a des pubs de partout. Et du coup, les petits jeunes, monsieur, madame, Michu, tous ceux qui ne faisaient pas de bourse foncent et achètent les mouvements une fois qu'on est bien parti à la hausse, se font coincer en haut. Et une fois qu'on a perdu 50%, ils ont utilisé parfois des effets de levier, ou même sans effet de levier, quand tu prends moins 50 ou moins 70% sur le Bitcoin, ce qui arrivait quand même 8 fois en 10 ans, tu sors, et puis c'est là que ça repart dans l'autre sens. Donc, et tu parlais de cet effet média aussi. Moi, j'ai l'impression, pour t'aborder en début de podcast, que je me suis battu pour faire venir des gens sur les actions. Maintenant, c'est des gens qui m'expliquent mon métier, et qu'on parlait un petit peu de toutes ces applications. La gamification. La gamification qui font qu'effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus ludique. Et que quand moi je parle de contrat d'assurance vie, ou pire, j'ai fait un épisode ce matin sur le plan épargne retraite, avec des unités de compte où on peut mettre des actions, et c'est un vrai produit dédié, à mon avis, qui a une philosophie
pour une notion de durée, forcément, à mettre beaucoup d'actions sur ce genre de support. Tu vois, je passe pour vraiment le roi des boomers, là, pour le coup. Ouais, j'en ai ouvert un il n'y a pas longtemps. Tu vois et du coup, toi, tu as vu chez Zone Bourse, vous avez un petit peu des stats sur l'âge peut-être des boursicoteurs qui a chuté, Alors oui, il y a eu des études AMF qui sont sorties. Chez Zone Bourse, on a pu le constater aussi sur le lectorat. Sur Twitter aussi, j'ai des statistiques. La moyenne d'âge est descendue de 15 ans. Ah oui. Avant, c'était 50, maintenant c'est 35. Ah oui. J'ai fait un sondage à un moment sur Twitter. Je crois que j'ai 25% de mon lectorat qui avait moins de 25 ans. J'ai halluciné. C'est une super nouvelle. C'est génial. Parce que si tu veux... Pour tous les professionnels qui vont pouvoir tondre beaucoup de moutons. En fait, c'est génial et on va voir aussi que c'est génial, mais dans un environnement sain. Et on va voir qu'avec la gamification et le manque de disclaimer et les paillettes, on n'est pas dans un environnement sain. C'est ça le problème. Moi, je suis très heureux parce que il n'y a jamais eu autant de jeunes qui se sont intéressés à l'investissement. Aux États-Unis, c'est dans l'ADN d'investir en bourse. Et il y a énormément de gens qui ont leur retraite et puis leurs avoirs au quotidien qui sont en bourse. Ils ont cette culture d'investir dans des sociétés, de faire de l'argent, de gagner de l'argent. En France, ça fait 20 ans qu'on tape sur les patrons du CAC, les dividendes, les méchants actionnaires, nanani, nanana, truc complètement débile. D'ailleurs, je ne parle pas de politique, je ne suis pas plus de gauche ou de droite, même si j'aime bien plus les idées de gauche que du capitalisme. Mais il faut faire des actions. C'est une bonne chose, les actions. Et on est en train de démocratiser. On est en train de mettre le pied à l'étrier. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont dit « faut investir ». Et justement, je pense que c'est ton combat, toi, avec tes podcasts, moi également et d'autres, de faire des émissions, d'expliquer aux gens comment il faut le faire avec parcimonie, avec prudence, avec diversification, avec des bons courtiers en France, validés par l'AMF et pas des trucs exotiques à l'étranger. Et donc, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a plein de monde qui veut faire de la bourse. Alors, le pendant de ça, c'est que généralement, quand tout le monde se met à la bourse, on s'en prend une belle. Et qu'on en perd une bonne partie. Et que dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde y va à coups de levier, parce que on se dit qu'on va extrapoler les gains en faisant des effets de levier. Pour expliquer un petit peu l'effet de levier. L'effet de levier, tu as 10 000 € sur ton compte action. Et tu vas pouvoir emprunter en quelque sorte à ton courtier et pouvoir acheter 20 000, 30 000, 40 000. Quand tu fais du seuil de règlement différé, du SRD sur le marché action, tu as un levier de 5. Quand tu vas chez des courtiers un peu plus exotiques, c'est 10 ou 20. Quand tu vas chez des trucs chypriotes ou chinois, c'est 100 ou 200. Quoi. D'accord. Donc forcément, quand tu as mis 10 000 € sur ton compte et que tu prends un effet de levier de 100, tu as une position de 2 millions, le marché perd 0,5%, ton compte est cramé. D'accord. Quand tu n'as pas d'effet de levier que tu as 10 000 €, si le marché perd 30%, tu as perdu 3 000 €, mais tu es toujours là. Et il y a une règle qui dit que tout investisseur ou trader peut survivre tant qu'il a de l'argent tant qu'il a un capital, en fait. Oui. Donc vraiment, les effets de levier, il faut éviter. Ce qui ne va pas, c'est l'univers actuel. C'est les mecs qui font des vidéos sur YouTube. Comment j'ai gagné 2 000 € aujourd'hui ? Comment j'ai fait x5 sur mon capital ? Comment tel crypto a fait x10, comment sur telle action j'ai pris des options aux États-Unis. Il n'y a jamais eu autant d'options tradées aux États-Unis, mais vraiment dans des proportions, mais c'est 100 fois supérieur à ce qu'on avait historiquement. Il y a eu des millions de comptes ouverts aux États-Unis. Il y a eu aussi des millions de comptes brûlés aux États-Unis, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les cryptos en levier, que ce soit sur tous les marchés. Les courtiers étrangers ne sont pas forcément soumis aux mêmes règles. Les petits disclaimers qui disent que tu peux tout perdre, ils sont vraiment écrits tout petits ou ils sont plus là. Et quand tu appuies sur un bouton pour acheter chez certains, tu as des petites paillettes. Et même quand tu perds 80%, tu as des petites paillettes. Ouais. Je lisais une étude sur les cryptos, justement, où il y a eu beaucoup de personnes aux US qui sont venues. C'était du fait de l'absence de paris sportif, du fait que tu n'avais plus de compétition ou très peu. Donc ils n'avaient plus de quoi parier. Du coup, ils sont partis beaucoup sur les cryptos et il y a eu des gros recrutements, que ce soit les devs, les bizdev, voilà, plein de personnes qui ont été recrutées du monde du gaming
pour un petit peu rendre un peu plus sexy Ah bah il y a eu des des grands golfeurs, des grands basketteurs américains qui en 2020, quand ils n'avaient pas de taf, faisaient des pubs pour tel ou tel courtier, disaient qu'il fallait investir en bourse. Alors il y a beaucoup de gens qui ont gagné grâce à ça, mine de rien, qui ont gagné sur les cryptos, qui ont gagné sur les actions, et ça a fait venir beaucoup de monde. C'est une bonne chose. Mais quand on connaît la nature humaine et l'envie de faire mieux et l'envie de surperformer de la plupart des gens, on sait que ça finit au final pas bien. Oui, voilà. Et pour revenir un peu sur cette dualité trader professionnel versus ton patrimoine privé, moi je le vois et ça me fait toujours sourire. C'est des clients qui ont une activité financière, pas forcément en gestion de patrimoine, que ce soit en LBO, ou voilà, et j'ai passé avec des copains en plus sur ces sujets-là, des vrais sujets. Pourquoi je dois prendre de l'effet de levier immobilier ? Et il avait du mal à conceptualiser pour lui, alors que son métier, c'est vendre de l'effet de levier en LBO toute la journée dans sa banque d'affaires. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant, que dès que c'est ton argent, et c'est pour ça que les chirurgiens ont dit on n'opère pas quelqu'un de sa famille. Ouais. C'est pareil, un trader professionnel va avoir forcément... Certains vont percevoir ça comme du je m'en foutisme, mais grosso modo, quand c'est pas ton argent, t'as plus facilement une possibilité à moins être dans l'affect que quand c'est le tien. Donc effectivement, ça, c'est des biais cognitifs qui sont importants. Et puis, c'est quoi les courtiers américains qui ont cartonné, le courtier qui s'est coté en bourse? Il y a eu Coinbase. Robinhood, non? Et Robinhood, ouais. Robinhood, c'est magnifique. Les mecs, ils vendaient les flux de leurs clients à des fonds d'investissement pour qu'ils se mettent en face. Donc, on utilisait les données du retail, puisque les courtiers savent que depuis... Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'était marqué sur les pubs. En fait, pour tous les courtiers CFD régulés par l'AMF en Europe, quand on voit les pubs tournées sur Internet, il y a marqué ce trimestre 74, 82% de nos clients... En typo, pas forcément très grande, mais au moins, ça a le mérite d'y être. Parfois en bleu clair sur du bleu foncé. Mais il y a marqué 75% ont perdu ce trimestre. Alors les gens me disent parfois, oui, mais tu dis 90% dans tes interviews. Oui, mais 75% tous les trimestres, tu te doutes bien qu'au bout de 2-3 ans, ça fait 90, voire plus. C'est peut-être même plutôt 95%. Et Robinhood, CoinHouse, Coinbase, voilà, tout ça, c'est des courtiers qui ont proposé des effets de levier assez importants. Et il y a eu des vrais carnages alors, je prends là quelquefois les exemples des cryptos parce que c'est ce qui m'a le plus choqué. Mais en gros, quand le Bitcoin est repassé de 65 000 à 33 000, qui a perdu 50%, il y a un moment donné où il y a des news avec la Chine, avec Elon Musk qui dit on l'accepte plus, pas le Dogecoin, mais le Bitcoin. Et là, en fait, il y a ce qu'on appelle un mouvement de marché de liquidation. Mais c'est des millions de comptes pour des milliards de dollars qui juste évaporés. C'est terminé, les comptes ils sont brûlés, ils sont à zéro et la personne ne peut plus trader derrière. Donc, et combien de potes à moi m'ont dit Nico, t'as fait combien cette année? 30%? T'es nul. Regarde, moi, j'ai mon iPhone, je suis au chiottes. Je suis à 250% sur mon compte, regarde. 6 mois plus tard, la plupart du temps, ils se sont pris un petit bear market, une petite correction, un petit truc, et puis ils ont compris que ça marchait dans les deux sens. Ils se rappellent dans ces cas-là Oui, on reste copains. Et tu fais un malin plaisir de ensuite, leur faire sortir le téléphone pendant le dîner pour voir où t'en es là. Ensuite, je leur envoie des petites podcasts comme ce qu'on est en train de faire ensemble, où je leur explique, je les ai fait toutes les conneries que tu es en train de faire. J'ai testé. Je sais, j'en ai cramé des comptes. Je suis pas parfait, mais... C'est un peu comme un grand-père qui dit à son petit-fils de ne pas fumer, tu vois. Parfois, c'est très, très, très frustrant. Tu dis à des gens, fais pas ça, va pas chez tel courtier, te mets pas sur tel crypto ou telle action, fais pas de levier. Et les mecs, ils sont obligés de mettre... Tu leur dis, la poêle est chaude. Ouais, tu mets le doigt. Ils mettent le doigt. C'est parfois extrêmement frustrant. Ouais, c'est la nature humaine. Ouais. Et... au niveau de technique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est take profit et stop loss? Ouais. Et comment tu mets ça en place pour, on va dire, aider la personne qui ne serait pas dégoûtée après ce podcast du trading, mais qui veut, ou parfois dans son investissement,
mettre ça en place? On l'a dit tout à l'heure, moi je prône la diversification, les différentes classes d'actifs. De la même manière, je prône aussi une sorte de diversification dans le style. C'est-à-dire que si demain tu me dis j'ai 100 000 euros, j'ai envie d'investir 80 000 et trader avec 20, je te dirais why not? Si tu veux faire l'inverse, trader avec 80 et investir 20, là ça va plus me poser problème. Si tu fais du moyen long terme, tu fais des versements programmés, tu fais du DCA, tu sors rarement du marché, ou bien tu te fixes des trucs psychologiques du type je suis à 100, si je passe à 150, bon bah quand même je vais en retirer un peu pour m'acheter. C'est pas mal de temps en temps de se fixer un chiffre mental et quand on y arrive de sortir un bout. Souvent quand j'ai des clients qui font des gros gains, je leur dis sortez un bout, payez-vous des vacances. Ouais. Payez un resto à madame, celle qui vous voit sur votre appli toujours à perdre du temps et à gâcher les week-ends ou autre. Mais le problème du resto, c'est qu'il sera aussi sur l'appli. C'est... En fait, on peut pas payer le dessert. Et voilà, donc parfois aussi, voilà, se payer quelque chose d'important avec des placements pour se dire j'ai réussi à faire quelque chose. Pour revenir sur le stop loss take profit, voilà, moi je comprends que des investisseurs veuillent faire un peu de court terme. Le stop loss, c'est une limite à la baisse, c'est en quelque sorte une porte de sortie. C'est une invalidation technique ou fondamentale du scénario qu'on avait mis en place. J'ai acheté une action à 10 euros, je vise 15 euros. Il y a bien un moment où il va falloir, si l'action baisse, que je dise que mon scénario n'est pas le bon, que j'accepte de m'être trompé. Peut-être que c'est parce que la bourse baisse, peut-être que c'est parce que le secteur ne va pas bien, peut-être que les résultats ont été revus à la baisse, ou bien que le PDG a été viré, ou bien l'affaire Orpea, où on apprend qui que... sort un livre, voilà. Et donc, à ce moment-là, il faut une porte de sortie. Donc, le stop loss, ça va être j'ai ma plateforme, j'ai acheté une action à 10 euros, je vise 15 euros, et à 9 euros, ou 8,50 euros, ou 7,80 euros, je vais mettre une barrière. Et si l'action baisse et touche ce prix, ça va vendre l'action. De manière automatique. Automatique. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont dire bah oui, mais si tu avais acheté une action à 10 et qu'elle descend à 8, elle est moins chère, donc t'en rachètes. Bah oui, mais non, parce qu'on ne renforce pas une perte, parce que si derrière elle va de 8 à 6, on a la première position qui est perdante et la deuxième qui perd aussi, donc on augmente la perte. Oui, et tu as souvent des biais cognitifs, et ça je le dévoile pour les futures personnes qui veulent postuler chez MP Gestion Privée, les consultants ou les stagiaires. C'est souvent, je pose cette question, et il y a souvent des erreurs. Hein. C'est une action vaut 100, elle perd 10% en année N. Combien dois-je gagner l'année suivante? Oui, ou elle reprend... Non, je la fais en disant, elle reprend 10. Ouais. À combien je suis? À 99. Voilà. Donc je suis toujours perdant. Et pas à 100. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un sujet, effectivement, et c'est le fameux, c'est sur Rotinel où des gens disaient à 4 euros ça peut pas baisser, bah, c'est passé à 3 et ainsi de suite, et même à 2 euros ça peut toujours baisser. Et on a ce biais cognitif de confondre un peu euros et pourcentage. Moi, je le vois souvent chez les clients. Il y a des actions qui ont perdu 99% plusieurs fois. Ouais. Une des pires actions du marché français, Cybergun. Ils ont fait ce qu'on appelle des OCA, c'est des programmes d'obligations convertibles, c'est des sociétés qui apportent du cash, de la liquidité, mais du coup, c'est les actionnaires qui sont complètement dilués. Elle a perdu 99% 10 fois ces 8-10 dernières années. Et donc, il y a plein de gens qui arrivent à 1 euro parce qu'ils se disent c'est une penny stock, elle est pas chère, 10 centimes, ils se disent ouais, c'est pas cher. Pour la première fois de ma carrière, j'ai vu des actions cotées au 4e chiffre après la virgule. 0,0001. Ouais. Et les gens se disent je peux en acheter 1 milliard. Imagine, ça va à 1 euro. Ouais. Donc pareil, biais cognitif. C'est pas cher, ça va monter. Exactement. Alors qu'en fait, et c'est tout mon travail au quotidien, et là-dessus, chez Zone Bourse, on est vraiment dans cette psychologie-là, c'est les bonnes boîtes montent, on achète ce qui monte. Voilà. La boîte... C'est du trend following, en fait. C'est du trend following, soit du trend following sur les cours, soit parfois c'est plus lent, mais c'est du trend following sur le business. Il faut qu'il y ait de la croissance des résultats, il faut qu'il y ait une croissance du business, il ne faut pas qu'il y ait trop d'endettement, il faut qu'on soit dans quelque chose de qualitatif. Et si on est dans quelque chose de qualitatif, on va être un peu plus du coup dans l'investissement et dans le DCA, et on va dans ces cas-là profiter des baisses pour renforcer, etc. Mais c'est vraiment deux choses bien différentes. Le trading, on va aller sur des actions un peu moins qualitatives, un peu plus volatiles, un peu plus touchy,
On va jouer des scénarios parfois un peu plus court-termistes, un peu plus techniques, un peu plus psychologiques, spéculatifs. Et c'est là où il faut des stops de protection et des take profit. Le take profit, c'est l'objectif de cours. De dire, j'ai acheté à 10, je visais 15, elle est à 15, je sors. Et c'est pareil. Donc tu peux automatiser. Tu peux tout automatiser. Tu peux avoir un portefeuille où tu peux partir en vacances. S'il y a un crack demain, un 11 septembre bis ou autre, tu peux dire la partie spéculative de mon portefeuille, j'ai 20 000 euros dedans. J'ai des stops à 10, 12, 14% sur l'ensemble de mes lignes. Si demain il y a un crack boursier qu'on perd 40% sur la bourse comme en 2008, moi je perdrai au maximum 11,3% de l'ensemble de mon capital. Et ça, ça te permet de dormir. Ouais. Tu remarqueras que je dis souvent ça. Non, mais c'est pas que j'ai pas encore d'enfants, mais c'est que avec les années, on se rend compte que le stress engendré par le trading permanent, ça bouffe. Voilà. Ça prend du temps, ça prend du stress. Tu parlais d'autres classes d'actifs, et moi, c'est ce que je le dis. À 25 ans, j'étais très immobilier de rendement, tout ce que je critique aujourd'hui. Et en fait, il y a quelque chose que les gens, et notamment sur Twitter, ne pricent pas, c'est leur temps. Ouais. Et on va dire que c'est une phrase bullshit de gourou, comment dire, de coach de vie, de dire que faudrait mettre une petite musique, que le temps, c'est la seule valeur qui s'achète pas. Ouais. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Mais et ça, effectivement, c'est la charge mentale. Et quand on le retrouve dans de l'immobilier où tu dois faire des travaux toi-même, ou gérer des actions, lire de la documentation financière, ça prend un temps fou. Et effectivement, c'est dingue. Et au final, avec du recul, quand tu te dis, bon an, mal an, en immobilier, ma SCPI sur le long terme où j'ai profité de mes enfants versus des pseudo-coups que j'aurais pu faire dans l'immobilier, et inversement, mon DCA, mon investissement, versus rentrer bien, mais l'autre fois, j'ai mal rentré. Je vais sortir bien et la deuxième fois, j'ai mal sortir. Et voilà, et qu'au final, quand on lise tout ça, on s'aperçoit qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, pour parfois pas grand-chose d'écart, quoi. Je te donne un exemple tout bête. Il y a eu des périodes où je suis parti en vacances avec ma femme, où j'ai passé la semaine à trader. Et je lui ai dit, j'ai gagné le coup des vacances. Elle me dit, super, mais t'étais pas en vacances. Ouais, c'est une Donc très belle anecdote. derrière, je lui ai dit, oui, mais j'ai gagné de quoi nous repayer des vacances. Elle fait, c'est génial, mais la prochaine fois, tu poseras ton tel. Et puis la fois d'après, tu fais pire. Tu lui dis pas que tu trades, et là, tu perds le coup des vacances, qui te coûte 2 fois plus cher. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis en vacances, je devrais être tranquille, quitter le boulot, quitter le trading et tout, et je viens de payer 3 fois le billet d'avion. Et là, tu te dis, les 3 derniers jours, c'est... on va manger des sandwichs. C'est ça. Tu te tapes sur les doigts et tu te dis, mais pourquoi ? Je les ai toutes faites, moi, de toute façon. Donc, j'ai bien appris de tout ça, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de véhiculer ce message. Vous ferez pas mieux que le marché. Il y a 8 à 10% des géants qui font mieux que le marché. Les ETF, c'est bien, la diversification, c'est bien, mais si vous faites du trading, le temps, mais c'est la clé. C'est la clé. Si on passe toutes ces soirées, si quand on est devant une série, on regarde le téléphone, c'est très important. Ouais. Tu vois, j'étais en vacances là pendant une semaine, là j'ai lu un bouquin. Lu un bouquin, j'étais trop content. J'ai lu un bouquin de 350 pages, ça m'a fait voyager. Ah non, pas technique. Du tout. Non, j'étais à La Réunion et je lisais un bouquin historique sur l'histoire de La Réunion, 1700, 1750, un truc qui m'a fait voyager. Et je me suis dit, pour une fois, j'ai réussi à me sortir un peu de ça, de cette surconnexion. Après, moi, je suis analyste, je suis sur Twitter, j'ai 200 notifications par jour, donc c'est un peu compliqué, mais il faut se forcer. Et avec cette gamification, avec ces iPhones, avec ces applications, avec ces notifications push qui nous... Tu sais, les courtiers, tous les jours, ils t'envoient « Ah, aujourd'hui, il y a ça qui bouge !» Ouais, c'est parce qu'ils veulent te faire trader. Faut pas oublier que les courtiers sont pas là pour te faire gagner du pognon, ils veulent te faire trader parce que eux gagnent dans tous les cas. Que le marché monte ou baisse, de toute façon, ils gagnent des sous. Donc, il faut nettoyer ses sources. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à dire.
Tu vois, moi, mon Facebook, à un moment, c'était trop devenu politique, machin, tout ça. Hop, j'ai nettoyé, j'ai mis des petits animaux. À Twitter, j'avais plein de comptes qui étaient trop négatifs ou trop pro quelque chose, pro crypto, pro or ou pro machin. Bah, pareil, j'ai nettoyé, d'avoir des gens voilà, structurés, qualitatifs, qui sont dans l'échange, qui sont jamais sûrs de rien. Et faut nettoyer son flux, faut nettoyer son téléphone, faut essayer de se créer un environnement de réflexion et d'investissement qualitatif. Ça, c'est vrai pour beaucoup de thèmes et pas forcément uniquement que la finance. Pour conclure, plusieurs questions en une. Si tu devais, j'allais dire, pas conseiller, mais recommander à un néophyte d'aller voir plusieurs indices boursiers, lequel tu pourrais privilégier et pourquoi? Est-ce qu'ils ont des spécificités? Et dernière question, c'est quelle valeur tu pourrais conseiller à quelqu'un qui débute et inversement quelqu'un d'avisé? Alors, que tu conseilles non pas d'acheter, on s'entend. de conseil d'aller regarder parce qu'il pourrait avoir de l'info et que ça serait intéressant. C'était quoi la première déjà? C'est les indices. Les indices. Est-ce qu'il y a des marchés qui sont peut-être plus simples au début pour commencer que d'autres? Moins volatiles, moins techniques? Non, parce que tous les indices vont de pair en fait. D'accord. Tous les indices sont corrélés entre eux. Simplement, il y a des indices qui vont surperformer, sous-performer en fonction des périodes. Les Américains nous surperforment depuis 10 ans, mais depuis 1 an, le CAC fait mieux que les US. Parce qu'il y a eu une rotation sectorielle assez importante qui s'est faite au sein des marchés, qui fait que les valeurs technologiques qui sont très fortement montées post-Covid ont commencé à reculer, alors que les valeurs de qualité type value ont repris de l'ascendant. Du coup, le CAC 40, Cocorico, a fait mieux que les US l'année dernière, plus 31%, et en ce début d'année, c'est un des indices les plus solides. Donc, restons chez nous, et comme dirait Warren Buffett, faisons ce que l'on connaît. Voilà. Donc, il faut suivre le CAC, qui est un peu notre lanterne, en quelque sorte. Après, l'investisseur jeune ou moins jeune qui découvre la bourse, je pense qu'il est bien de s'intéresser à des belles boîtes françaises dans des business récurrents type Air Liquide. Donc, j'appelle ça un rouleau compresseur. Voilà, ça monte sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est représentatif en fait du marché boursier. Ultra solide, avec une politique d'action gratuite. Tu es un actionnaire, tu restes à long terme, tu es gratifié. C'est solide, ça a du rendement. J'aime bien. J'aime bien aussi Total. J'ai toujours aimé Total parce que c'est l'énergie. On va avoir des chocs énergétiques, je pense, dans les années qui viennent. On va avoir peut-être des soucis du pétrole. Et puis en plus, Total a cette carte de la diversification. Total, on dit souvent c'est le pétrole, mais en fait, ils vendent plus de gaz que de pétrole. Et ils ont un mix énergétique. Ils veulent passer à beaucoup plus de renouvelables. Je voudrais pas dire de faux chiffres, donc, mais je sais qu'ils veulent passer à une part de plus en plus importante dans le renouvelable. Et de toute façon, c'est peut-être une bêtise que je veux dire, mais sur le pétrole, il va y avoir un retour du pétrole, parce que je suppose que le gaz de schiste, on a ça va à peu s'épuiser. Près fait le tour. On a fait une baisse des investissements dans le secteur pétrolier ces dernières années. Les puits de pétrole, c'est pas des robinets. C'est pas un truc où tu viens, tu l'ouvres et hop, ça ressort. Faut faire, je sais plus comment ça s'appelle, fracturation. Enfin, faut payer, rechercher, trouver les puits, les mettre en fonctionnement. Tout ça, ça prend du temps. Et en fait, on n'a jamais autant consommé de pétrole de toute l'histoire. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on est dans une période où on dit qu'on veut faire du renouvelable et qu'on veut développer les parts de renouvelable. Et cette année, on bat le record historique de consommation de charbon de la planète. Donc, on est dans un grand délire là-dessus. Tout ça pour dire que Total, voilà, c'est les deux, en fait. C'est ça qui est pas mal. C'est que c'est et du renouvelable et du dirty, du pétrole et du gaz. Et il y a du rendement et c'est solide sur le long terme. Et puis, un géant US, un Amazon ou un Apple qui continuera d'innover,
de croquer tout ce qu'il y a autour, de devenir leader dans des secteurs où ils ne sont pas, mais où ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Je suis sûr qu'Amazon vendra des solutions bancaires, des assurances et toutes sortes de services en plus de ce qu'ils ont développé ces dernières années, le cloud, etc. Je suis sûr que si demain le metaverse devait se développer, qu'Apple vendrait les lunettes qui iront bien dedans et qui deviendront leaders dessus. Donc voilà, ça c'est ce rouleau compresseur américain et français. Pour les investisseurs un peu plus chevronnés, alors il y a la galaxie Bolloré qui est intéressante à suivre. Vincent Bolloré veut prendre sa retraite. Alors là, il la repousse un petit peu parce que bon, il n'est pas prêt encore, mais il y a toutes sortes de montages financiers. Il a des boîtes en Afrique, il a la société Bolloré, il a du Vivendi, et puis il y a Compagnie Daudet, qui est vraiment une des boîtes les plus hautes dans sa galaxie, qui potentiellement, parce qu'elle a des participations de partout, est sous-valorisée, enfin ne valorise pas vraiment ce qu'elle vaut réellement. Fair value. Voilà. Elle est autour de, je sais plus, 1100, 1200 euros, et pour certains analystes fondamentaux, si elle devait être sortie de la cote, ce ne serait pas sous 2500 euros, 3000 euros. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur ce sujet-là. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'un peu original Eutelsat, c'est un peu original parce que Drahi s'était intéressé au dossier, il y avait des rumeurs d'OPA. On est sur les satellites, on est sur une boîte à rendement élevé et à faible corrélation indicielle. Donc elle a pas mal de cases qui me font l'apprécier. Et puis, si on devait choisir un truc un peu au ras des pâquerettes qui a beaucoup souffert l'année dernière et en ce début d'année, c'est Atos. Atos, en fait, a fait 4 ou 5 profit warnings d'affilée. C'est des avertissements sur résultat. Elle est passée de 100 à 30. Et en fait, là, il y a un changement de gouvernance, un changement de PDG. Et j'ai bien aimé ce qu'il a fait parce qu'il a fait un énième profit warning, un énième avertissement pour vraiment planter en disant... Nos prédécesseurs étaient des buses. Ils ont vraiment fait des mauvais résultats et ça va être encore pire que ce que vous pensiez. Ouais. Mais du coup, il y a eu un excès de pessimisme. Et on est vraiment arrivé à un stade où c'est difficile de dire qu'on va faire pire que pire. Ouais, tu vois ? Et en fait, elle ne veut plus baisser. Et en plus de ce dernier profit warning qu'ils ont sorti, ils ont sorti une dépréciation d'actifs pour 2,4 milliards. Donc du jour au lendemain, ta boîte vaut beaucoup moins. Et pareil, l'action a fait moins 7, puis elle a encaissé, et là, elle est en train de remonter un petit peu. Et d'ailleurs, par contre, je dois vous dire que j'en ai du coup. Oui, parce que règle AMF, si on parle d'une valeur dont on en a, on est obligé d'en parler. Donc j'en ai pour du moyen long terme. Voilà, c'est pas... On est réglo. C'est une grosse boîte, je vais pas faire de la manipulation de marché ou autre là-dessus, mais j'y pensais plus. Voilà, c'est un petit pari que moi j'ai fait, qui est, je trouve, un pari asymétrique. Parce que le risque est relativement faible, ou du moins s'ils se plantent et qu'ils n'arrivent pas à délivrer, peut-être qu'elle perdra 10 ou 20%. Par contre, s'ils arrivent à délivrer et que derrière on parle de chiffres de reprise, ça peut aller très vite dans l'augmentation des résultats, des bénéfices, etc. Et donc, il y a un ratio risque-gain. C'est ce que je recherche, un risque de 10-20 pour un gain de beaucoup plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle un trade asymétrique, où on essaye de jouer une recovery sur un dossier qui allait très mal. Bon, là, j'ai vraiment dit tout ce que je faisais. Voilà, donc, dernière question. Je crois qu'on a fait le tour. Dernière question traditionnelle dans le podcast. Une recommandation, tout ce que tu veux, mais pas professionnelle. Moi, je m'en cache pas. Les gens savent que j'adore le vin. Alors, on va proposer un peu de vin à nos auditeurs. Cuiron. Il a toutes sortes de vins il a des Côtes-du-Rhône, des Châteauneuf-du-Pape, il a de tout en fait, il a une gamme qui est assez élargie, et ce qui est intéressant, c'est que on le retrouve partout en France, dans plein de cavistes, et il y a toujours ce petit design dentelé avec des couleurs différentes en fonction des vins, et toute sa gamme est bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit budget, qui va acheter une Roussanne à 12 €, il va être content, quelqu'un qui va prendre une côte rôtie à 40 €, il va être très content aussi, donc
pour quelqu'un qui ne connaît pas, quand on veut aller acheter une bouteille de vin avant d'aller à un dîner, on ne va pas chez Monoprix, s'il vous plaît, on va chez un caviste et on prend un cuiron, et si on n'a pas beaucoup de sous, on prend un cuiron pas cher, ce sera bon quand même. Et puis un soutien à un petit producteur que j'aime beaucoup, je viens de recevoir des bouteilles, c'est... Quelques caisses, j'ai cru comprendre. Oui. Ça y est, je suis grillé. Alain Mathias, c'est en Bourgogne. Ils ont un côte de Grisay, Bourgogne-Tonnerre, côte de Grisay, ça vaut 14 €, 15 € la bouteille. C'est magnifique. Moi qui adore les Puigny Montrachet, les Meursault, etc., qui sont des vins un petit peu chers, là pour 15 €, on a un vin absolument superbe. Donc voilà mon conseil. C'est un très bon conseil. Pour ma part, je vais parler d'une Twita. Vu que toi, t'es un twitto connu, je crois qu'elle a un petit peu moins de followers. C'est simplement qu'elle lance son podcast sur le cinéma. Mélanie Klein, je sais pas si tu follow, ça te parle? Non, mais ça me dit quelque chose. Ouais, elle est très drôle. Moi, je la connais plus pour en Twita rigolote. Okay. Voilà, mais non, c'est des petits podcasts sur des films. C'est son boulot, elle est critique. Cinéma, 3 minutes. Ça motive à voir des films qu'on n'aurait pas forcément... on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller voir. Et voilà, c'est plutôt sympa. Donc, c'est ma petite recommandation sur ce podcast-là. Où c'est qu'on peut te retrouver? BFM? Je passe sur BFM, oui, assez régulièrement. Tous les mercredis à 10h30, il y a le match des traders. Après, je passe aussi de temps en temps le vendredi après-midi dans les pros des cryptos. Après, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, j'y suis. À chaque fois, c'est nchéron-bas-bourse. Et puis... T'organiseras un petit truc pour tes 100 000? Ouais. Tu les invites tous à la maison? Il y a un resto chez Brigitte que je mets souvent sur Twitter, qui est dans le 17e, qui est mon resto préféré, qui est super bon. Je pense qu'on fera un truc là-bas. Et voilà, et puis... mes vidéos hebdomadaires, en fait, ça c'est vraiment un concentré de mon travail. Tous les mardis sur la chaîne YouTube de Zone Bourse, je fais une émission qui s'appelle Les marchés en action, qui dure entre 35 et 45 minutes. Là, je suis rentré de vacances, j'ai fait 1h15 d'émission. Et où je vais parler de l'ambiance des marchés, puis où je vais faire 20 minutes sur les graphiques du moment, qui sont souvent les graphiques que tout le monde voit passer, mais moi je te les explique. Voilà. Sur la macroéconomie, sur les résultats d'entreprise. Parce que les Discord et Twitter, objectivement, tu vois les trucs et tu... Ça passe dans tous les sens. Tu scrolles et il y a des gens en plus beaucoup de gens utilisent les mêmes graphiques, mais en ne donnant pas la bonne lecture de ce même graphique. Et donc voilà, moi je vais faire du décryptage et vraiment de l'éducation. Et c'est une émission qui m'est chère, que je fais depuis un petit bout de temps, tous les mardis, et qui est publiée l'après-midi sur le site de Zone Bourse et sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Ok, super. Vous avez toute la ressource si vous voulez lancer, justement, que ce soit en investissement ou en trading. Donc sur Zone Bourse, vous allez avoir toute la documentation et plein de data importantes à prendre en considération. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, m'ajouter sur LinkedIn. Sur Twitter, pourquoi pas, n'hésitez pas. Je dois avoir 1 millième de followers par rapport à Nicolas. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci à toi. Merci Nicolas.